Bienvenue donc à Sciences Po, dans l'Amphilabo ici, pour cette conférence essentiellement sur la fin de vie, ce qui se passe en Belgique et ce qui se passe en France, avec deux intervenantes que je vais vous présenter très vite. Alors, le contexte rapidement qui nous a amené à souhaiter ce débat sur le soin palliatif et l'euthanasie, c'est le titre du travail de Corinne Van Oost, là, qui est le médecin belge qui arrive, enfin franco-belge. L'euthanasie au seuil des soins palliatifs, 20 ans de modèle belge. Alors, ce qui nous a amené à ce débat, c'est l'actualité. Et en France, c'est deux actualités essentiellement. Je vais aller très vite sur la première, c'est le chemin laborieux que prend notre projet de loi, qui est maintenant une proposition d'un député, Falorni, et qui aurait dû arriver au Sénat en octobre. On ne sait pas du tout quand et s'il va y arriver. Et un projet de loi qui, dès l'entrée, nous inquiétait, dans le sens où il définissait d'entrée l'aide à mourir comme l'administration d'un produit létal par la personne elle-même, donc qui faisait le choix, enfin, l'option, qui prenait l'option, sans la nommer, du suicide assisté. Et non de l'euthanasie, comme ça se passe essentiellement dans les pays du Benelux et en Belgique. Nous allons voir ça de plus près. Et donc, ça nous inquiétait beaucoup. Et c'est toujours dans le texte qui est en gestation, là, cette clause que les patients devront s'administrer eux-mêmes, donc que le médecin n'est pas censé intervenir. Et la deuxième actualité, c'est le procès qui a lieu en ce moment à Paris d'un médecin de choix, l'association que nous représentons ici. Le choix, ce médecin a aidé des personnes à se procurer le pentobarbital, qui est un produit interdit en France, mais utilisé dans d'autres pays, bien sûr, en particulier en Belgique, pour aider des personnes dans des situations de détresse. Et il a toujours fait d'abord en conformité avec ses valeurs de médecin, pensant qu'un médecin ne pouvait pas abandonner un patient, et il l'a toujours fait en respectant les critères de la loi belge, donc qu'on verra tout de suite. Donc ça, c'est la deuxième actualité qui nous a qui a fait que nous nous sommes intéressés à cet ouvrage signé par Corinne Van Oost, mais qui rassemble autour de 8 tables rondes, des professionnels de santé de tous bords, avec cette question centrale: est-ce que l'euthanasie peut être un soin? Voilà, alors pour présenter nos deux intervenantes, d'abord Corinne Van Oost est médecin franco-belge, hein, et vous avez, Corinne, commencé vos études en France, à Strasbourg. Ensuite, vous êtes parti au Bénin et vous êtes revenu pour des raisons de santé. Et ce qui vous a amené aux soins palliatifs, à travailler, à découvrir les soins palliatifs, c'est l'accompagnement d'une tante. Et ensuite, vous avez travaillé pendant 4 ans à la maison Jeanne Garnier à Paris, qui est une référence pour tout le monde, peut-être que tout le monde ne la connaît pas, mais qui est une institution créée au 19e siècle, 1800 quelque chose, et qui est vraiment la référence pour les soins de fin de vie, et donc les soins palliatifs. Et vous êtes ensuite arrivé en Belgique en 92, et là, vous avez passé un diplôme de soins palliatifs à la Cato de Lille, que nous avons invité d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de la Cato ici, et nous avons invité à cette conférence. Et vous avez rejoint l'équipe locale de soins palliatifs à domicile Domus, qui est aussi une association connue. Un poste que vous avez quitté en 2017. Vous avez également exercé depuis 1998 comme médecin dans un service de soins palliatifs et une équipe mobile dans une clinique régionale qui a choisi, dès l'ouverture de la loi 2002, de se pencher sur l'euthanasie et d'ouvrir ce droit à leurs patients. Et à ce moment-là, vous avez accepté de témoigner de votre première expérience dans un livre qui est sorti en 2014 ici,
et qui est intitulé Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie. Ce livre est encore disponible en version électronique pour l'instant uniquement. Donc vous avez quitté le travail hospitalier en 2021 pour prendre une retraite, mais vous restez active et vous êtes médecin coordinateur dans une maison de repos et de soins. Et à ce titre, vice-présidente du réseau local de soins palliatifs et administratrice de la Fédération wallonne des soins palliatifs. Et vous participez aussi au réseau EOL, End of Life, dont on parlera parce que nous avons des médecins de chez nous qui ont été formés en Belgique dans ce réseau. Donc de médecins actifs dans la fin de vie. Et vous siégez depuis 2017 à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Voilà, vous avez publié cet ouvrage dont j'ai dit 2 mots, et donc qui donne la parole à des professionnels du soin de tous bords, psychologues, médecins, etc., jusqu'aux intervenants de soins spirituels et jusqu'à un prêtre qu'on connaît bien ici en France parce qu'il fait beaucoup de conférences sur le sujet. Et donc oui, nous avons souhaité pour ce débat qu'il... On laissera. Nous avons souhaité, pour ce débat, avoir l'œil d'une juriste. Nous sommes médecins, ou moi je ne suis pas médecin, ou usagers de santé. Nous avons souhaité avoir le regard d'une juriste sur le droit, ce que permet le droit belge, et mise en perspective de ce qui se passe et ce que permet le Code de la santé français. Donc, je vais retrouver... Voilà. Joanne Saison, qui est professeur dans cette université de Lille, professeur de droit public et spécialiste du droit de la santé. Vous avez donc, Joanne, dirigé plusieurs projets de recherche sur l'accompagnement de la fin de vie, financés par l'université, mais également par la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Vous avez contribué ou publié plusieurs ouvrages sur l'obstination déraisonnable et l'accompagnement de la fin de vie. Et un ouvrage est en cours aujourd'hui sur l'accompagnement de la fin de vie au domicile. Vous êtes responsable du Master 2, droit et politique de santé, et co-responsable de l'axe vulnérabilité, santé et environnement du CRDP, qui est le Centre de recherche en droit et perspectives du droit. Et vous êtes également référente déontologique. Merci pour la présentation. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Donc, la Belgique a fait passer 3 lois en 2002. Donc, c'est plus de 20 ans. J'explique pourquoi 3 lois, parce que ce sont 3 lois qui concernent la fin de vie, pas que, mais la fin de vie. Donc, il y a une loi sur les soins palliatifs qui dit que c'est un droit, avec une commission d'évaluation qui nous permet d'avancer au niveau législatif par rapport à la définition des soins palliatifs. Il y a la loi sur les droits du patient, qui est assez proche de celle de la France, mais qui permet aussi d'avancer par rapport aux questions de fin de vie, pas uniquement, mais aussi aux questions de fin de vie. Et puis, il y a la loi qui dépénalise l'euthanasie. Donc moi, j'ai travaillé en soins palliatifs quand il y a eu tous ces débats au niveau du Parlement belge par rapport à la loi. Et en tant que médecin de soins palliatifs, je me suis opposée à la loi en disant il faut d'abord développer les soins palliatifs avant de promouvoir l'euthanasie, donc de faire une loi. Et le législateur belge a été assez sage. Vous savez, en Belgique, ils sont habitués au consensus. Je dis « il » parce que ici, je suis en France et donc je reprends ma casquette de française. Les Belges sont habitués au consensus, donc ils essayent de respecter tout le monde. Et donc, ils ont dit « bon, c'est vrai que les médecins de soins palliatifs disent et redisent qu'il n'y a que 5% des souffrances qu'on n'arrive pas à soulager. Donc, 5%, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même 5% des patients. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 2 lois en disant les soins palliatifs doivent être développés par le gouvernement et en même temps, on autorise, pour les 5% de gens qui ne sont pas soulagés dans le cas des soins palliatifs, on autorise de façon très stricte les médecins dans certaines situations à pratiquer l'euthanasie. Donc je vais vous expliquer la loi, c'est-à-dire comment la loi permet dans certains cas
de pratiquer l'euthanasie. Donc la définition, elle est très claire, c'est un acte. Donc c'est pas de ne pas faire quelque chose, mais c'est bien de faire quelque chose, pratiqué par un tiers, et après ça il est dit que le tiers doit être un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Donc c'est bien clair, c'est la demande de la personne, et on insiste toujours là-dessus, c'est pas la demande de la famille, c'est vraiment la demande de la personne. Et le médecin, s'il fait une injection qui n'a pas pour but de mettre fin à la vie, par exemple qui a seulement pour but de soulager, ça n'est pas une euthanasie. C'est seulement quand l'objectif du soin est directement de tuer. On est bien clair sur la définition de l'euthanasie. Alors, quelles sont les conditions ? Donc, les conditions pour la personne elle-même, c'est, en 2002, c'est d'être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient. Alors, la capacité, c'est évidemment une capacité juridique, mais c'est rare qu'on n'ait pas la capacité juridique. Donc, c'est surtout pour nous, les médecins, une capacité de comprendre ce qu'on demande. Donc ça, c'est toute la question pour nous des gens qui commencent à perdre un peu la tête, hein, qui sont dans un processus de démence, jusqu'où ils sont capables de demander l'euthanasie. Ça, c'est des questions vraiment très fines et très précises. La loi dit qu'il faut être capable et il faut être conscient. Alors, en 2000, je fais rapidement un aparté sur un changement de la loi important en 2014 qui a permis aux mineurs d'avoir accès à l'euthanasie, à condition qu'ils soient dotés de la capacité de discernement. Et dans les chiffres, depuis 2014, il n'y a eu que 6 mineurs qui ont eu accès à l'euthanasie. Donc, le patient doit être majeur ou mineur et émancipé, capable et conscient. La demande doit être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et elle ne résulte pas d'une pression extérieure. Et toutes les conditions que je vous donne, nous, les médecins, une fois qu'on a pratiqué l'euthanasie, on doit en rendre compte. C'est-à-dire qu'on doit dire, qu'est-ce qui me permet de... On doit écrire dans un rapport, qu'est-ce qui me permet de dire que la demande était réfléchie ? Est-ce que le fait que ça soit répété, ça se voit dans le dossier médical ? À chaque fois que le patient en parle, je dois l'écrire en tant que médecin. Et qu'est-ce qui me permet de dire qu'il n'y a pas de pression familiale, par exemple ? Donc, un majeur ou un mineur émancipé, une demande de manière volontaire, réfléchie, répétée, qui ne résulte pas d'une pression extérieure. Et le patient doit être dans une situation médicale sans issue. Et, deuxième condition importante pour nous les médecins, c'est qu'il doit faire état d'une souffrance physique ou psychique, constante, insupportable, qui ne peut pas être apaisée. Et la souffrance doit être en lien avec la pathologie. La pathologie peut être accidentelle, ou une maladie, et ça doit être grave et incurable. Donc vous voyez, il y a plein de conditions qui sont des conditions médicales que le médecin va devoir observer. Alors, juste pour le mineur, c'est seulement la souffrance physique, et le décès est attendu à brève échéance, alors que vous avez entendu qu'il n'y a pas forcément de décès à brève échéance. On peut demander l'euthanasie, et si on n'est pas euthanasié, on peut encore vivre 4-5 ans. Donc on peut raccourcir sa vie de quelques années en Belgique. Donc ça, c'est les conditions pour la personne. Alors qu'est-ce que doit faire le médecin ? Et je vous donne les conditions juridiques minimum. Le médecin peut toujours rajouter des conditions. Le médecin doit d'abord informer sur l'état de santé réel, parce que le patient peut demander à mourir, et puis le médecin peut lui dire « mais vous savez, on peut encore faire des choses. Ou vous avez encore 10 ans de vie devant vous. Vous voulez vraiment mourir maintenant alors que vous avez encore 10 ans ?» Donc, informer sur l'état de santé, sur l'espérance de vie. Il doit se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie, les possibilités thérapeutiques encore envisageables. Il doit informer par rapport aux possibilités de soins palliatifs. Et
il doit, à la fin de toute cette concertation, arriver avec le patient à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation pour le soulager. Donc c'est vraiment un processus de dialogue, de réflexion de part et d'autre, dans lequel on va devoir impliquer les autres, hein, les autres soignants, les proches et tout ça. Mais le médecin, quand il pratique l'euthanasie, il doit avoir en lui la certitude qu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable. Alors, si le médecin a l'impression que voilà, la demande est répétée, elle est réfléchie, lui, il ne voit pas d'autre solution, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire encore ? Il doit mener des entretiens avec un délai raisonnable. Donc là aussi, il doit marquer « je me suis entretenu avec le patient tel jour à telle heure »,« je me suis réentretenu avec le patient tel jour à telle heure ». Donc les entretiens doivent être répétés. Le délai entre les entretiens, ça dépend de l'espérance de vie du patient. S'il a encore 3 ans à vivre, on peut faire ça tous les mois. Si le patient il a un cancer et qu'on craint qu'il meure dans les semaines qui viennent, on peut faire ça tous les jours, ces entretiens. Ensuite, le médecin doit consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection. Et ce médecin ne doit pas connaître le patient. Donc, c'est un médecin qui est indépendant par rapport au patient, qui n'est pas un médecin traitant du patient, et qui ne connaît pas non plus, qui n'a pas un lien de subordination ou d'équipe avec le médecin qui va pratiquer l'euthanasie. Donc, ce n'est pas un médecin dans le même cabinet, ce n'est pas un médecin dans la même équipe hospitalière. Il faut qu'on sorte de... Voilà. Et l'idée, c'est, effectivement, le deuxième médecin doit bien confirmer que c'est une pathologie grave et incurable, qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Il doit vérifier que tous les traitements possibles ont été faits. Hein, et il doit s'assurer que la souffrance est bien supportable, inapaisable, qu'on a tout fait. Voilà. Et s'il veut, et ça nous arrive, hein, il va encore faire une proposition en disant ce traitement-là, on pourrait peut-être l'essayer. Et on l'essaye. Et puis on voit ce qui se passe. Alors, ça, je vous donne, il y a 2 procédures. Il y a une procédure quand le décès est attendu à brève échéance. Et il y a une procédure plus longue si le décès n'est pas attendu à brève échéance. La brève échéance, elle n'est pas marquée dans la loi. Ça a été demandé à la commission. La commission a dit 6 à 12 dans les mois qui viennent. Et comme on a discuté parallèlement, je vous ai expliqué des soins palliatifs. Les soins palliatifs, maintenant en Belgique, sont définis pour la dernière année. Et on a, en tant que médecin, des échelles pour dire le patient est dans un cas de soins palliatifs, il risque de mourir dans l'année. Et donc, en gros, si un patient est dans un cadre de soins palliatifs, donc s'il risque de mourir dans l'année, on est dans un cadre de décès à brève échéance. On ne doit consulter qu'un seul médecin. Par contre, si le patient, on pense qu'il peut encore tenir quelques années, donc plus qu'1 an, alors on doit consulter encore un autre médecin. Et cette fois-ci, un médecin, soit le spécialiste de la pathologie concernée, si c'est une pathologie cancéreuse, un cancérologue, si c'est une pathologie neurologique, un neurologue, si c'est une pathologie psychiatrique, un psychiatre. On doit consulter un spécialiste, donc soit le spécialiste, soit le psychiatre, pour vérifier que la pathologie est bien grave et incurable, et surtout, le patient se rend bien compte qu'il va supprimer quelques années de vie en demandant l'euthanasie, qu'il a bien pris conscience de ça. Donc, sa capacité de discernement, de compréhension, elle est bien réelle. Hein, c'est pour ça qu'on consulte souvent les psychiatres, parce qu'on est confronté parfois avec des gens âgés qui demandent l'euthanasie, qui pourraient encore vivre quelques années, mais on veut être sûr qu'effectivement, ils ont une souffrance psychique souvent, psycho-existentielle, je dirais. La vie est vraiment devenue trop lourde pour eux. Et on veut être sûr qu'ils ont bien compris que quand même, on va faire un acte définitif.
Alors, une fois que le médecin a consulté ces 1 ou 2 médecins, les 2 médecins doivent être indépendants, hein, voilà, ne pas connaître le patient. Le médecin doit encore s'entretenir avec l'équipe soignante du patient. C'est important parce que les patients, ils sont souvent, ils ont un état souvent quand même fragile et donc ils ont besoin de soins. S'ils sont à domicile, ils ont une équipe soignante, ils ont sûrement un médecin traitant, mais ils ont parfois des infirmières, des aides familiales. Quand ils sont à l'hôpital, forcément, il y a une équipe soignante. Donc il faut demander à l'équipe soignante ce qu'elle pense de la demande d'euthanasie. Il n'est pas dit qu'on a besoin de l'accord en tant que médecin, mais ça veut dire qu'on doit bien s'entretenir et bien écouter ce que disent les équipes soignantes. Et en tout cas, ça doit pas être... On sort du secret professionnel. Hein. Normalement, le médecin ne doit pas dire à l'équipe soignante voilà ce que je vais faire pour ce patient. Mais là, la loi demande qu'on sorte du secret professionnel. Ensuite, le médecin doit aussi s'entretenir avec les proches. Alors, quels proches? Ceux que désigne le patient. Donc, on va dire au patient, vous demandez l'euthanasie, est-ce que vous en avez parlé avec vos proches? Parfois, ils n'en ont pas parlé, parfois, ils en ont parlé. En général, ils n'en ont pas parlé s'ils sentent qu'ils ne sont pas pas sûrs d'être dans les clous de la loi, comme ils disent. Mais à partir du moment où on leur dit, ben oui, éventuellement, vous êtes dans les clous de la loi, c'est-à-dire que vous avez une pathologie grave et incurable et j'entends votre souffrance. Si on sent que peut-être ils sont dans les clous de la loi, alors on leur dit, vous n'allez quand même pas faire ça tout seul, vous allez en parler avec vos proches. Et si vous voulez, nous, on doit s'entretenir avec eux pour leur expliquer un petit peu ce qui va se passer, comment ça va se passer, et peut-être prendre soin d'eux, parce qu'on a notre casquette de soins palliatifs où, en tant que médecin, on ne prend pas uniquement soin du patient, mais on prend soin de ses proches. Et donc, on va écouter aussi les proches. Voilà. Et la loi dit aussi qu'on doit vérifier que le patient peut s'entretenir avec tous ceux qu'il veut. Ça, c'est pour les cultes. En Belgique, vous savez, on a 7 cultes reconnus, y compris la laïcité. Et donc, le patient peut avoir besoin de faire un chemin spirituel avec quelqu'un. Il peut avoir besoin d'aller voir un notaire. Il peut avoir besoin... Voilà. Et donc, on doit vérifier que le patient, il a bien pris le temps de faire ce qu'il voulait sur ce plan-là. Voilà. Alors, après ça, le patient, s'il persiste dans sa demande, il doit l'écrire. On est dans des pays, dans des cultures où ce qui compte, c'est l'écrit quand même. Hein. Donc, il doit écrire. Alors, et il écrit quoi? Il écrit de façon... il écrit ce qu'il veut, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est son identité et sa demande d'euthanasie écrite. Il peut juste écrire « Je demande l'euthanasie ». Nous, on leur dit vous nous dites pour quand c'est. Est-ce que c'est une demande pour les jours qui viennent, pour les mois qui viennent? Si c'est pour les années qui viennent, on va attendre. Nous, on va traiter ce qu'on appelle une demande actuelle, c'est-à-dire une demande qu'on doit faire dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, en tout cas par rapport à une pathologie actuelle. Sachant que, si vous voulez, je peux en parler, mais il y a une deuxième loi dans la même loi, il y a une deuxième possibilité de l'euthanasie qui est la déclaration anticipée. J'en parlerai après, si vous voulez. Donc, le patient, il écrit sa demande, hein, et le médecin, il doit garder tous les rapports écrits de tout. Donc, tout doit être écrit. Je vous ai dit, tous les contacts qu'on a sont écrits. J'ai contacté la famille, j'ai une réunion avec l'équipe soignante. Tout ça doit être mis par écrit. On fait des rapports et on note tout ça dans le dossier médical pour que si jamais on a besoin de le consulter, ça doit être fait. Voilà. Et si le décès n'est pas attendu à brève échéance, le médecin doit respecter un délai d'1 mois entre la demande écrite et l'acte d'euthanasie. Voilà, si on ne meurt pas dans l'année, 1 mois, ça paraît raisonnable comme délai de réflexion pour tout le monde. Ça nous laisse le temps, nous, le médecin qui pratique l'euthanasie, de demander les 2 avis. Parce qu'avoir l'avis d'un médecin généraliste à domicile, c'est pas trop compliqué, mais par contre, avoir l'avis d'un neurologue, d'un psychiatre,
c'est un peu plus difficile. Voilà. Alors, je vous parle quand même rapidement de la déclaration anticipée, sachant que c'est une possibilité rare pour les euthanasies. Il n'y a qu'1% des euthanasies qui sont pratiquées dans le cadre d'une déclaration anticipée. La déclaration anticipée, c'est quoi? C'est de dire que si je suis dans le coma, donc dans l'inconscience, irréversible, que je n'ai aucune chance de sortir de ce coma, que je suis atteint d'une maladie incurable, je demande à ce qu'on pratique sur moi l'euthanasie. Voilà, c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on tombe dans le coma, les médecins disent attendez, pour l'instant, vous êtes dans le coma. La région, en général, elle est neurologique. Hein, vous avez fait une hémorragie cérébrale ou un AVC, mais le coma n'est pas irréversible. Mais il y a des comas irréversibles, hein, bien sûr. Vous connaissez tous ces états de coma qu'on appelle végétatifs, qui sont irréversibles. Donc, c'est ce cadre-là, la déclaration anticipée. Mais c'est relativement rare par rapport aux chiffres. Je termine, j'ai encore un peu de temps. Donc, je vous donne les chiffres. Donc le médecin, après avoir pratiqué l'euthanasie dans le cadre de la loi, il doit faire un rapport sur tout ce qu'il a fait pour respecter la loi. Et il doit envoyer ce rapport dans les 4 jours ouvrables à la Commission fédérale de contrôle qui siège, où il y a la moitié de médecins, sinon il y a des juristes et des profs de droit, et il y a des personnes qui sont impliquées dans les questions de fin de vie. Voilà, et on est beaucoup de médecins dans cette commission à être formés en soins palliatifs. Alors, je vous donne les chiffres de l'année 2024. Donc, 3991 décès par euthanasie, ce qui représente 3,6% des décès en Belgique. Donc, vous voyez, on est en dessous des 5%, des fameux 5% de patients qui restent en souffrance malgré des bons soins palliatifs. Voilà. Plus de 50% des euthanasies ont lieu au domicile du patient. 17,6% dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, qui sont des domiciles, mais des domiciles particuliers. Donc, vous voyez qu'on est à 67% au domicile. Il y a seulement 30% dans les hôpitaux, un peu plus que 30% dans les hôpitaux, et 6,3% dans les unités de soins palliatifs. Donc, l'euthanasie en Belgique n'est pas pratiquée par des médecins de soins palliatifs hospitaliers. Voilà, c'est important à dire parce que c'est en France beaucoup les médecins de soins palliatifs qui sont en difficulté avec l'euthanasie, mais ça n'est pas une affaire de médecins de soins palliatifs en Belgique, si ce n'est en deuxième avis, mais pas en pratique. Voilà. Alors, au point de vue de l'âge, 72%, presque 73% des patients ont plus de 70 ans et 43% en 2024 ont plus de 80 ans. Donc, c'est vraiment quand même des patients âgés qui demandent l'euthanasie. Et les augmentations d'année en année ont lieu dans ces 2 tranches d'âge-là. Donc, c'est 70, 79, 80, 89 et même au-delà. Donc, on a de plus en plus de patients âgés qui demandent l'euthanasie. Au niveau pathologie, on est toujours à plus de 50% de cancer. 26%, 27% de polypathologie. Donc ça, c'est des patients qui présentent plusieurs pathologies en même temps. C'est des patients âgés qui présentent plusieurs pathologies. Par exemple, des problèmes visuels, des problèmes auditifs, des problèmes d'autonomie physique, de marche, voilà, plus parfois un problème cardiaque, un problème rénal. Voilà. Ce qu'on appelle polypathologie. Et la pathologie neurologique pure, 8,1%. Les troubles cognitifs, donc les problèmes de démence au sens vraiment très large du terme, c'est seulement 1,4%. Et les maladies psychiatriques, aussi seulement 1,4%. Voilà. Et 76% d'échéances brèves. Donc la majorité des gens qui demandent l'euthanasie seraient morts dans l'année. Voilà. Alors, ce qui est très, très important en Belgique, c'est que depuis 20 ans, il n'y a plus d'opposition entre soins palliatifs
et euthanasie, il y a un continuum de soins. Et les équipes de soins palliatifs à domicile qui sont impliquées dans la fin de vie à domicile sont très impliquées dans la demande d'euthanasie. Elles disent toujours... Donc nous, on a partout des équipes de soins palliatifs à domicile qui complètent les équipes de soins habituelles, donc qui complètent les médecins traitants, les infirmières de soins, les kinés, voilà, qui viennent en complément. C'est le modèle anglais, depuis les années 67 où les soins palliatifs sont nés en Angleterre, ça a toujours été comme ça. On rajoute du monde pour la fin de vie. Les équipes de soins palliatifs sont impliquées dans les demandes d'euthanasie. Elles disent on a 20% à peu près des patients qui sont en demande d'euthanasie. Mais on a peu d'actes d'euthanasie. Mais les patients disent je sais que je rentre dans le cadre de la loi et si je suis trop en inconfort, je vais le demander. Mais j'accepte les soins palliatifs et j'espère vivre le plus longtemps possible, confortablement. Ça, c'est la réalité du terrain en Belgique. Donc, les médecins de soins palliatifs impliqués sont impliqués en deuxième ligne, c'est-à-dire en conseil de leurs confrères généralistes ou spécialistes à l'hôpital. Dans les équipes mobiles hospitalières sont aussi très impliquées dans les demandes d'euthanasie qui surgissent à l'hôpital. Ils viennent dire aux médecins spécialistes, cancérologues, neurologues, que sais-je encore, gériatres, tu sais, tu pourrais rajouter tel ou tel traitement, ça va peut-être soulager mieux, ou bien je t'envoie la psychologue pour écouter le patient par rapport à sa souffrance psychique, ou bien on va écouter, on va mettre en place une déclaration anticipée. Voilà. Donc il y a énormément d'implications des équipes de soins palliatifs parce qu'on a dit, après avoir dit on ne s'en occupe pas comme moi, quand la loi est arrivée, que je me suis retrouvée avec une dame qui me le demandait, je me suis dit... je vais quand même pas l'abandonner, quoi. Donc j'ai dit à mon collègue généraliste, on va cheminer ensemble. Donc on prend tous le risque de dire, on va cheminer ensemble, on va essayer de vous emmener le plus loin possible, de vous soulager, de vous accompagner. Et puis si ça marche pas, on vous laissera pas tomber. On le fera parce que c'est notre job de médecin de pas abandonner les gens. Et les rares services de soins palliatifs où ils ne veulent pas le faire pour des raisons de conviction personnelle, que nous respectons tout à fait en Belgique. Je n'ai pas dit, mais il y a une clause de conscience individuelle, donc pour les médecins, les infirmières, les pharmaciens qui ont l'autorisation de ne pas délivrer le produit. Enfin, chacun a sa clause de conscience. Les unités de soins palliatifs qui disent « nous, on ne le fera pas », elles envoient elles font, quand la demande d'euthanasie persiste, dans les hôpitaux, elles transfèrent dans un hôpital à côté où on fait l'euthanasie. Et en général, il faut que le pauvre patient, il redemande, il réexplique et on refasse parfois la procédure. Pour que ça se fasse. Voilà, donc, en gros, en Belgique, on applique la philosophie des soins palliatifs pour les patients en demande d'euthanasie. Donc l'objectif, c'est de présenter effectivement l'état du droit français en matière d'accompagnement de la fin de vie. Assez rapidement, parce que c'est un système juridique qui est connu, donc on ne va pas y revenir pendant de longues minutes, mais le rappeler. Alors concrètement, en France, on a plusieurs textes aussi, comme en Belgique. Ils n'ont pas la même nature, mais on a 4 textes, si je devais résumer. On a un premier texte qui est la loi du 9 juin 1999, qui vise à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. Ça, c'est un premier texte. Ensuite, on a la loi Kouchner, qui est bien connue dans les associations de patients, dans les différentes associations, qui est la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui est venue reconnaître aussi aux patients la possibilité de refuser les soins, et donc qui, là encore, est un pas considérable dans la relation, dans un changement de paradigme dans la relation entre un médecin et son patient, pour rééquilibrer un peu le déséquilibre qui était prégnant en fait à l'origine entre celui qui sait, le médecin, et celui qui ne sait pas, le patient. Donc on a rééquilibré un peu les choses et on a introduit aussi en 2002 la notion de personne de confiance. Je n'y reviens pas, peut-être qu'à l'occasion des questions. Ça, ce sont les 2 premiers textes. Ensuite, on a eu 2 autres textes que vous connaissez
bien évidemment, qui sont des textes spécifiques à l'accompagnement de la fin de vie. Ces 2 textes spécifiques à l'accompagnement de la fin de vie sont une première loi de 2005, la loi Leonetti, puis la loi de 2016, la loi Leonetti-Claes. Dans la loi de 2005, donc, qui s'intitule « Relative aux droits des malades et à la fin de vie », il y a plusieurs éléments. D'abord, est réitérée dans le texte l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le code de déontologie médicale, dès l'origine, on nous était évoqué l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Désormais, on parle de l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Et ça a été repris dans la loi, mais ça figure dès l'origine dans le code de déontologie médicale. Est introduit également le mécanisme des directives anticipées. C'est un peu comme la déclaration anticipée. On a des directives anticipées. Et puis, on a également, dès 2005, la possibilité reconnue aux médecins de traiter, de soulager la douleur, avec l'idée que le fait de soulager la douleur pourrait anticiper la survenue du décès. Donc ça, c'est effectivement ce qui est reconnu en 2005. Ensuite, le législateur a encore fait évoluer les textes, puisqu'on est arrivé à un autre texte, puisqu'en fait, on peut dire qu'en France, depuis des années, les questions liées à la fin de vie sont en débat. On le voit bien, de toute façon, par l'enchaînement des textes, et puis les propositions de textes qui n'ont pas abouti, parce qu'il y a un certain nombre de propositions de loi qui n'ont pas abouti. D'ailleurs, on en est encore là aujourd'hui. On a un dernier texte qui est la loi donc, du 3 février 2016 sur les droits des personnes en fin de vie, qui, pour faire simple, parce que je ne vais pas vous faire un cours de droit, et ce n'est pas l'objectif, introduit une disposition spécifique qui est le droit à une sédation profonde et continue. Effectivement, c'est un droit à une sédation profonde et continue, donc sans réveil du patient. Le Code de la santé publique est très clair, et ça, il faut quand même le rappeler, je pense que c'est important. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. C'est dans nos textes actuels. Les professionnels de santé sont donc tenus de tout mettre en œuvre, de mettre en œuvre tous les moyens, c'est ce qui est écrit à leur disposition, pour que ce droit soit respecté. Droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Alors, pour aller plus loin, parce qu'il y a les textes et puis il y a l'interprétation qu'on a pu faire des textes, la Haute Autorité de Santé, on va l'évoquer tout à l'heure parce que sur un autre aspect des textes, elle a une interprétation très restrictive qui, en fait, nous a bloqué beaucoup aujourd'hui. La Haute Autorité de Santé précise quand même que ces soins palliatifs sont de la responsabilité et relèvent de la compétence de tous les professionnels de santé et du secteur médico-social. Et c'est important, ce qui signifie qu'en fait, il n'y a pas d'unité ou d'équipe dédiée à l'accompagnement. Bien sûr que ça fait partie de la culture palliative. Bien sûr que les soins palliatifs se sont construits pour améliorer l'accompagnement et qu'ils œuvrent à cela, mais dans les textes, ils n'ont pas le privilège de l'accompagnement. Tous les professionnels peuvent accompagner avec le soutien des soins palliatifs, comme ça se passe aujourd'hui. Dans les textes français, c'est déjà le cas. Alors, en pratique, c'est autre chose, sans doute, mais dans le texte, on dit bien que chaque professionnel, du secteur sanitaire comme du secteur médico-social, va participer à cet accompagnement. Donc, on voit que tous ces professionnels sont au cœur, finalement, des dispositifs. Il y a une deuxième particularité au-delà des textes, c'est la place centrale en France, aujourd'hui, dans des dispositifs existants, du médecin. Des médecins. Tout est fait autour du médecin. Moi, je trouve ça plutôt bien, en fait, parce que effectivement, le médecin accompagne et finalement, on peut considérer que ça fait partie de l'accompagnement ultime. Et on le retrouve dans les textes. Effectivement, c'est le médecin qui va décider de limiter ou d'arrêter les traitements lorsqu'il va considérer que la poursuite des traitements serait déraisonnable. Il va le faire soit donc effectivement de sa propre initiative, mais toujours en accompagnant sa décision d'une procédure collégiale, donc en cherchant à bien évidemment associer l'ensemble des professionnels qui participent à la prise en charge. C'est le médecin donc qui décide d'enclencher cette procédure collégiale. C'est également le médecin qui va mettre en place l'ensemble des sédatifs nécessaires pour soulager la souffrance. Et donc c'est toujours le médecin qui prend la décision de sédation profonde et continue. Soit lui-même, lorsque le patient effectivement lui a demandé, mais même s'il ne lui demande pas, s'il estime ce médecin qu'on entre dans une phase d'obstination déraisonnable, il va enclencher la procédure collégiale. Soit bien évidemment à la demande du patient. Alors le juge le rappelle d'ailleurs, ça c'est intéressant, le juge rappelle bien que toutes les décisions de limitation ou d'arrêt des traitements sont prises par le médecin en charge du patient.
et ne peuvent être mises en œuvre que par ce médecin ou sous sa responsabilité. Donc vous voyez, le médecin, vraiment, il a une place, un rôle pivot aujourd'hui dans notre système juridique. Et donc on peut se poser la question de sa place demain dans les textes, justement, qui sont proposés, puisqu'aujourd'hui, il a une place centrale. Troisième caractéristique, le respect de la volonté de la personne. Le respect de la volonté de la personne, c'est un des axes forts des textes existants aujourd'hui. C'est également le respect de la volonté de la personne, c'est ce qui transparaît aussi des propositions de loi qui ont aujourd'hui été adoptées. La loi Claes-Leonetti de 2016 reconnaît effectivement explicitement à toute personne la possibilité de refuser, de ne pas recevoir un traitement et l'obligation du médecin de respecter le choix exprimé par le patient. Et donc le législateur insiste systématiquement sur le respect de la volonté de la personne en fin de vie. Lorsqu'effectivement cette personne n'est plus en état, on l'a un petit peu évoqué, mais de s'exprimer, il y a différents mécanismes qui existent. Donc c'est le mécanisme des directives anticipées, qui n'a un mécanisme existant qui est progressivement, les personnes vont s'approprier progressivement, encore insuffisamment sans doute, mais effectivement c'était très long de pouvoir s'approprier ce mécanisme des directives anticipées. Ensuite il y a une question aussi du moment où on peut remplir ces directives anticipées. Il y a des gens qui volontairement vont les remplir parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc ils vont les remplir. Puis il y a des personnes qui n'y ont jamais pensé, parce qu'ils n'y ont pas été confrontés. Et c'est toujours difficile aussi, mais ça c'est la pratique, c'est pas écrit dans le texte, de dire à quelqu'un dont on sait qu'effectivement il présente une maladie incurable, puisque malheureusement on oublie souvent qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont totalement incurables, dont on sait dès le départ, au moment où on pose le diagnostic. Bien évidemment, le médecin ne l'annonce pas de cette façon-là, mais il le sait bien. Et il accompagne son patient, même dans l'information qu'il va lui donner. Et à ce moment-là, c'est difficile de demander à la personne qu'elle remplisse ces directives anticipées quand on sait que la maladie qu'elle présente est incurable. Donc il y a des vraies questions aussi à se poser concrètement sur le moment où en fait, on peut aussi faire remplir les directives anticipées. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ces directives anticipées, elles vont lier le médecin, sauf deux cas. Alors ça aussi, c'est contesté. Enfin, il y a des débats là-dessus. Effectivement, en cas d'urgence, le temps d'évaluer la situation médicale, on peut s'écarter de la directive. Et le médecin peut également s'écarter du contenu de la directive anticipée s'il estime, à un moment donné, que finalement, les conditions qui étaient inscrites dans la directive anticipée, qui conditionnaient la limitation de l'arrêt des traitements, ne sont pas réunies. Donc effectivement, on laisse au médecin une marge d'appréciation. Dernier point, et là on rentre dans le vif du sujet, effectivement la condamnation de l'obstination déraisonnable. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne le reprends pas, l'obstination déraisonnable, ça a toujours été condamné, le médecin ne doit pas poursuivre effectivement des traitements qui en fait relèvent de l'obstination déraisonnable. Concrètement, le droit, il est très clair. Les actes de soins et de traitement, incluant la nutrition et l'hydratation artificielle, ne doivent pas être mis en œuvre ni poursuivis lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Voilà l'état en fait du droit au jour d'aujourd'hui. Le législateur donc reconnaît effectivement cette possibilité de tout arrêter et ce droit aux patients de demander une sédation profonde et continue. Sauf que, effectivement, ce droit à une sédation profonde et continue, il est strictement aujourd'hui encadré. Il est strictement encadré puisqu'on a deux hypothèses, et ça je vais les reprendre précisément. La première hypothèse, elle est ouverte aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, et je vais commenter le court terme, et qui présentent une souffrance réfractaire au traitement. La seconde hypothèse est ouverte aux patients qui engagent son pronostic vital, à court terme toujours, en décidant lui-même d'arrêter son traitement et en s'exposant cette fois-ci à une souffrance insupportable. Alors ces conditions, elles sont restrictives, elles sont d'autant plus restrictives, elles ne l'auraient pas forcément été en fait, en réalité. Si la Haute Autorité de Santé n'avait pas dans une recommandation pris la peine de définir ce qu'était le court terme. Or, la Haute Autorité de Santé est venue effectivement donner une interprétation très restrictive, puisque pour la Haute Autorité de Santé, le court terme, c'est quelques heures ou quelques jours. Donc bien évidemment, quelques heures ou quelques jours, ça faussait immédiatement
l'application, enfin en tout cas ça faussait une interprétation qu'on aurait pu entendre un petit peu plus largement, une pratique qu'on aurait pu bien évidemment élargir, parce que on pouvait rentrer dans les critères. Là, ça a tout de suite resserré. Et c'est très intéressant parce que, vous le savez bien, donc les questions de fin de vie, elles sont toujours au cœur des débats. Ça a donné lieu à la Convention citoyenne, mais au-delà de la Convention citoyenne sur la fin de vie, nos institutions au niveau national, elles ont rendu un certain nombre de rapports. On a eu l'Inspection générale des affaires sociales et on a eu aussi le Conseil d'État. Moi, je suis professeure de droit public et le Conseil d'État, à l'époque, a été saisi pour avis. Et il a bien mis en évidence quand même le fait d'interpréter en fait strictement les conditions existantes aujourd'hui, ça nuit en fait à l'application des textes aujourd'hui et ça incite aussi à une évolution beaucoup plus large en fait, Donc ça effectivement c'est un point très important. Aujourd'hui on en est où de tout ça ? On en est avec après de nombreuses propositions de texte, on en est effectivement avec deux propositions de loi qui ont été adoptées le 27 mai 2025, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur le droit à l'aide à mourir. Finalement, en Belgique, il y a eu aussi 2 textes pour que ça puisse passer. Donc c'est un petit peu quand même la même philosophie ici qui préside. Et puis, on va voir, en fait, effectivement, ces textes, à un moment donné, seront bien adoptés. Je ne peux pas vous dire quand, mais ils finiront bien par être adoptés. Je ne rentre pas dans les considérations liées au texte, puisque d'abord, ils sont en cours de discussion. Effectivement, pour l'instant, on est encore sur des conditions assez restrictives, mais ce n'est pas l'objet, en fait, de rentrer sur des textes qui ne sont que des propositions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale et sur lesquelles on pourrait discuter pendant des heures. Par contre, ce que je propose de faire, à la suite de cette présentation-là, c'est tout de suite entamer la discussion avec notre invité, parce que moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié la lecture de son ouvrage, parce que c'est vrai qu'en France, on connaît une forte opposition entre les soins palliatifs et la demande d'euthanasie, et que vous l'avez présenté tout à l'heure, et je l'avais noté. Vous présentez bien votre pratique et l'évolution de votre pratique comme un continuum, en fait. Et un tel continuum, et ça, qu'en fait, vous assimilez l'euthanasie à un soin. Vous le comparez à un soin. Donc, moi, j'aimerais, en fait, que vous puissiez expliquer en quoi l'euthanasie est un soin. Et surtout, vous expliquez bien dans les différents entretiens que vous avez pu avoir, et ça rejaillit, parce que majoritairement, vos interlocuteurs considèrent que c'est un soin. Majoritairement. Pas tous. À condition que. Quelle est l'éthique alors qu'il faut effectivement adopter pour que ce soit vraiment un soin aussi ? Donc c'est une question double. Je vous laisse la parole. Donc effectivement, j'ai posé cette question parce que c'était un débat en Belgique, c'est-à-dire que quand la loi est passée en 2002, ça n'a pas été considéré comme un soin. Pour vous donner un exemple, jusqu'à aujourd'hui, l'acte de l'euthanasie n'est pas considéré comme un acte de soin, donc n'est pas remboursé, n'est pas compris dans les soins que donne le médecin. Donc, il va venir voir son patient et quand il le voit, il peut facturer une visite, mais l'acte d'euthanasie, il ne peut pas le facturer parce que ça n'est pas considéré comme un soin jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande discussion, et au moment de la loi, c'était sans doute c'est pas un soin, c'est un acte, on donne la mort, donc c'est pas un soin. Voilà. Après ça, il y a eu nos collègues québécois, canadiens, qui sont venus nous voir, qui ont fait passer eux un texte de loi qui s'appelle l'aide médicale à mourir, qui est vraiment strictement la même chose que nous. Vraiment, sauf qu'au départ, ils n'ont pas fait passer la brève échéance, donc c'était uniquement pour les patients en brève échéance de décès. Voilà. Et eux, d'emblée, ils ont dit, si c'est la brève échéance, c'est des gens en souffrance, c'est des gens qui ont une maladie, qui vont mourir, donc c'est un soin. Donc eux, ils l'ont d'emblée mis dans les soins. Donc ça nous a un peu interpellés. Voilà. Et en même temps, on s'est dit, mais au fond, dans notre pratique, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme ça que moi j'ai interrogé d'autres médecins de soins palliatifs, des infirmières, des psychologues, un psychiatre, un philosophe, en lui disant mais quand est-ce qu'on peut dire que l'euthanasie est un soin ? Et en gros, ce qui est sorti, c'est
Eh ben, ça dépend comment chacun définit le soin. Mais en gros, on définit un soin comme quelque chose qui permet à la personne jusqu'au bout d'être en croissance. Pourquoi on fait ça? Parce que nous, les soins palliatifs, on a des fondatrices, dont l'une est un psychiatre, Elisabeth Kubler-Ross, et elle disait la mort, c'est la dernière étape de la croissance. Elle nous a enseigné ça, et on a ça dans nos fondements de soins palliatifs. La mort doit être... on doit pouvoir dire à la personne qui a une maladie grave qu'elle va mourir pour qu'elle s'y prépare, et que jusqu'au bout, elle puisse vivre sa vie pleinement, et pas tout d'un coup être surprise parce qu'elle meurt sans avoir pu s'y préparer ses proches, régler les problèmes administratifs, tout ça. Voilà. Moi, quand j'ai démarré les soins palliatifs, on voyait plein de gens qui ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Hein. Ils arrivaient, ils disaient, mais ça va aller. Hein. Les médecins leur disaient, ça va aller. On vous propose des traitements, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Moi, au début des soins palliatifs, je me souviens, c'était ahurissant. Les vieux médecins, ils disaient ça. Avec les gens qui avaient un cancer du poumon, dont tout le monde savait qu'ils allaient en mourir. Mais on disait, non, ça va aller, j'ai un traitement. Et ils me disaient, mais Corinne, tu peux quand même pas dire à la personne qu'elle va mourir. Ben voilà, il faut le dire doucement, il faut répondre aux questions, enfin voilà. Donc pour moi, la définition du soin, c'est accompagner la personne et faire en sorte que, avec sa maladie, malgré ses handicaps, malgré ses pertes, quand c'est des gens âgés, c'est surtout des pertes qui nomment et qui les font souffrir, malgré tout ça, la personne, elle reste en croissance humaine. C'est-à-dire qu'elle a encore des moments de plaisir, elle a encore des moments de relation avec ses proches, elle trouve que la vie est encore acceptable, c'est ça. Et donc, nous, on est là en tant que soignants et en tant que bénévoles, parce que dans nos équipes soins palliatifs, on a plein de bénévoles, et on fait de l'accompagnement spirituel. Hein. Dans la définition des soins palliatifs, il y a la spiritualité. Donc, il faut qu'on accompagne le patient de telle façon qu'il ait encore l'impression d'être en croissance humaine. Il a l'impression de pouvoir dire oui, je suis encore digne. Ok, je ne sais plus aller aux toilettes seule, mais on fait ça discrètement. Je me débrouille, quoi. Je suis encore heureux de vivre, quoi. Et donc, c'est à ces conditions-là que c'est un soin. Et c'est pour ça que nous, les médecins de soins palliatifs, on a dit il faut introduire la philosophie des soins palliatifs dans cet accompagnement de fin de vie. Et donc les équipes soins palliatifs ont tout de suite dit bien sûr que nous on est prêts à faire ça. Bien sûr qu'on est prêts à faire ça. Les psychologues, les infirmières qui font partie des équipes soins palliatifs à domicile, comme à l'hôpital, des équipes mobiles, elles le font. Ce qui reste une difficulté, je vous l'ai dit, c'est dans les unités soins palliatifs, parce que la Belgique est un pays très pragmatique. Hein, donc on a dit les soins palliatifs à l'hôpital, c'est le grand luxe. Hein, les gens disent toujours, je suis un peu comme au Club Med, quoi. Hein, j'appuie sur une sonnette, j'ai mes huîtres, enfin, je rigole, mais c'est à peu près ça. Hein, j'ai ce que je veux, je suis lavée alors que je veux, bon. La Belgique a dit, c'est bien, mais c'est 1 mois. Donc c'est financé dans les hôpitaux 1 mois. On peut y rester 33 jours, sauf que les jours qui suivent, c'est l'hôpital qui est à charge. Donc nous, les gestionnaires hospitaliers, ils disent à l'équipe de soins palliatifs, voilà, il ne faut pas que le patient reste plus d'1 mois, parce que tu es gentil, mais mais nous, on va être en déficit. Donc si tu veux rester médecin, il faut que tu nous aides, et donc il faut que tu te débrouilles. Donc voilà, quand on voit que le patient... Mais voilà, c'est des laboratoires, les unités de soins palliatifs, c'est fait pour qu'on trouve des moyens de soulager. Mais en 1 mois, on peut y arriver. Et on donne la main à nos collègues de soins palliatifs à la maison. On leur téléphone en disant, voilà, je confie au médecin traitant et à l'équipe de soins palliatifs à domicile, ce patient, vous continuez le chemin avec. En 1 mois, on arrive à soulager des douleurs physiques. Hein. Ça, c'est l'accompagnement psycho-spirituel qu'il faut continuer. Mais ça, on sait faire ça à domicile quand même. Et si on ne sait pas faire ça au domicile strict, alors on met ça en maison de repos et de soins. Donc maintenant, dans les réseaux de soins palliatifs, on travaille majoritairement à développer les soins palliatifs dans les maisons de repos et de soins.
Parce que là, c'est quand même encore difficile. Voilà, c'est encore difficile d'avoir assez de soignants formés pour les soins palliatifs. Mais à domicile, on y arrive. C'est la définition des maisons de retraite? Oui, les maisons de repos et de soins, c'est les homes. Enfin, voilà, c'est les institutions pour les personnes âgées. Et on travaille aussi beaucoup avec les institutions pour les personnes handicapées. Hein. Voilà, les gens qui arrivent en bout de course avec une trisomie 21, qui sont institutionnalisés, et puis qui sont en fin de vie. Ben, les éducateurs, ils sont pas formés en soins palliatifs. Donc, on met des soins palliatifs, on les aide à accompagner les patients. Alors, quel regard portez-vous sur le débat en France? Simplement sur cette question, vous pensez que ce qui a changé, c'est vraiment l'adoption du texte en Belgique qui a changé le regard des soins palliatifs? Ils se sont dit, enfin, vous vous êtes dit, finalement, maintenant le texte est là, on va faire avec. Oui. Donc, ça voudrait dire qu'effectivement, en France, on se dirige vers un petit peu le même changement. Mais voilà, moi j'ai travaillé quand même, bon, je vous ai dit, hein, j'ai fait mon diplôme de soins palliatifs à la Cato à Lille, et j'ai continué à travailler des séminaires, voilà, et j'ai bien senti qu'il y avait des médecins de soins palliatifs qui se disaient, ben, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va nous tomber dessus aussi. Et puis comment est-ce qu'on fait quand on a des patients avec des maladies de Charcot, hein, la sclérose latérale amyotrophique, qui se paralysent progressivement et dont les familles s'épuisent à la maison. Alors on les prend en répit, de temps en temps, on les prend 3 semaines à l'hôpital, puis on les renvoie et les familles s'épuisent. Enfin bon. Et donc ils arrivent chez nous pour demander l'euthanasie. Hein. On a tous les ans une centaine de patients en Belgique qui franchissent la frontière de France pour venir avoir l'euthanasie. Dans la grande majorité, c'est des scléroses latérales amyotrophiques. Quelques cancers, mais dans la grande majorité, c'est des scléroses latérales amyotrophiques. Donc voilà, nous aussi, on a eu ces premières demandes. C'est ça qui nous a bouleversés, quoi. C'est voilà, ces gens qui communiquent plus que par les yeux ou avec des ordinateurs. Hein, ils font une lettre par une lettre avec l'ordinateur. Ils arrivent à bouger, à faire la lettre A, la lettre B. Donc on arrive à les comprendre. Et ce qu'ils disent, mais moi je veux partir, quoi, parce que j'épuise tout le monde et c'est trop lourd pour moi. Voilà, donc on s'est dit, ben, c'est vraiment ces 5% de patients qu'on ne sait pas soulager, qu'on ne sait pas... voilà, et quand on leur dit, bah oui, vous rentrez dans le cadre de la loi, ils sont détendus, apaisés. Et parfois, ils continuent encore un peu. Hein. Ils nous disent, ah ben ce serait pour dans 8-15 jours. Puis finalement, ils disent, non, mais je peux encore continuer un bout. Oui, hein, ça... Et on a beaucoup d'euthanasie où c'est prévu, puis la veille ou l'avant-veille, ben, comme par hasard, le patient s'en va, quoi. Hein. Il avait tout réglé, tout. Donc je pense qu'effectivement, s'il y avait voilà, si les médecins de soins palliatifs se disaient, on peut accompagner. Et c'est pour ça que je leur dis, mais c'est pas l'affaire des médecins de soins palliatifs, c'est l'affaire des médecins traitants. Parce que qui connaît le patient et qui peut dire, mais ce patient-là, ça ne m'étonne pas qu'il le demande, parce que c'est un patient qui veut tout contrôler, qui veut tout... voilà. Donc c'est les médecins généralistes à qui c'est demandé, ou les spécialistes de l'hôpital, c'est-à-dire les cancérologues qui suivent depuis 5 ans le patient. À un moment, on leur propose une ultime chimio pour les cancers du poumon, les cancers du pancréas, les méchants cancers. Hein. Le médecin dit, bon, je peux encore vous proposer une telle ou telle chimio ou tel traitement, où vous allez rentrer dans un protocole et tout, et ils disent, oh, non, ça suffit maintenant, moi, venir toutes les semaines, être 15 jours sur 3 semaines, épuisé, non, je préfère arrêter, et je crois que cette fois-ci, je vais demander l'euthanasie. Et le spécialiste dit, je comprends, mais va le faire avec ton traitant, hein. Parce que les gens disent, ah non, mais moi, je veux mourir dans mes murs, hein. Chez moi, avec mes proches. Et donc, on chemine avec l'équipe de soins palliatifs à la maison. Et c'est à la maison qu'on le fait. Et c'est les médecins traitants qui le font. Pas les médecins de soins palliatifs. Les médecins palliatifs, ils accompagnent. Ils mettent les soins palliatifs en place.
Alors, je pense que vous voulez dire que la loi sur l'euthanasie a été un cadeau. Mais les soins palliatifs ont bien sûr été un cadeau. Toutes nos sociétés occidentales le disent. Hein. On s'est remis à parler, à pouvoir un peu parler de la mort et pouvoir la préparer. Bon, mais en tout cas, je ne sais pas ce que c'est en France, mais en Belgique, quand même, les soins palliatifs font encore un peu peur. Quand on parle de soins palliatifs aux gens, ils disent « Ah, je vais mourir ». Donc, en fait, c'est quand même compliqué. On y va très doucement. Alors, surtout chez les gens plus jeunes. Hein. Bon, quand un cancérologue doit dire « J'ai plus de traitement à vous proposer, sauf des soins palliatifs », les gens savent bien que c'est foutu. Bon, alors on a l'avantage maintenant de dire on peut parler de soins palliatifs dans la dernière année, on peut même mettre en place une culture palliative en même temps que les traitements. Hein. Donc, alors on appelle ça soins supportifs en se disant les médecins ont le choix entre dire soins supportifs, soins palliatifs pour ne pas, en fonction de ce qu'ils sentent de la psychologie du patient. Mais avec la loi sur l'euthanasie, on a vraiment eu l'impression, nous les médecins, alors c'est encore plus facile de parler de la mort. C'est-à-dire que les gens peuvent y réfléchir avant, comme il y a la déclaration anticipée. Hein, on peut réfléchir sur sa fin de vie avant d'être complètement dedans. Alors aussi, pour éviter l'acharnement thérapeutique, en Belgique, on a quelque part un peu obligé les personnes âgées qui rentraient dans les institutions de soins, on les a obligées à remplir des projets de soins. Donc, des projets de vie et des projets de soins. Donc, leur dire... Vous savez que vous rentrez dans une maison de repos, enfin dans un lieu où vous allez y mourir. Les gens qui rentrent dans une institution pour personnes âgées, ils savent bien que c'est leur dernière demeure. D'ailleurs, en général, ils vendent la leur ou ils louent leur appartement pour payer la maison de repos. Hein. C'est quand même assez cher, voilà. Donc, ils savent. Et donc, nous, on a 6 mois, les équipes, on a 6 mois à peu près pour leur faire remplir. Alors on n'appelle pas ça, c'est les directives anticipées, mais on a avec les soins palliatifs développé ce qu'on appelle un projet de soins anticipé et personnalisé. Donc on leur dit, ben voilà, vous allez nous expliquer, à nous les soignants, comment vous voulez être soignés maintenant que vous êtes quand même dans les derniers moments de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez comme type de soins ? Est-ce que vous voulez absolument aller toujours à l'hôpital dès qu'il vous arrive quelque chose ? Ou est-ce que vous voulez, de temps en temps, dire « Non, j'ai fait un gros malaise, je veux d'abord qu'on appelle mon médecin traitant avant d'appeler les urgences, avant d'appeler le SAMU. » Donc, qui c'est qu'on appelle d'abord ? Vous faites un gros malaise, vous n'êtes plus capable de nous dire ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est votre traitant qu'on appelle ou bien c'est le médecin de garde ? Alors, il y a des médecins de garde qui disent « Non, vous l'envoyez à l'hôpital. » Mais alors, on a négocié avec les urgences, donc on peut envoyer aux urgences pour un diagnostic. Mais on dit, on veut juste le diagnostic, mais pas forcément l'hospitalisation. On envoie pour le diagnostic, parce que quand la personne fait un malaise, quand elle est par terre, ben, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Donc on l'envoie pour un diagnostic, on appelle la famille en disant, vous allez rejoindre votre parent, et puis vous expliquez au médecin des urgences qu'est-ce que veut la personne. Elle ne veut pas être hospitalisée, elle veut être hospitalisée, elle veut bien être hospitalisée si elle va en sortir bien. Enfin, vous voyez, et donc, on travaille avec les gens âgés ou malades, comment ils envisagent leur fin de vie. Qu'est-ce qui est important pour eux ? Ah, mais moi, j'ai envie d'aller passer une semaine chez ma petite fille qui habite en France. Ça arrive souvent, hein, quand même, qu'ils habitent, ou qu'il y a un fils qui habite à l'autre bout du monde. Moi, j'ai envie d'abord de voir celui-là, ou moi, je veux rester chez moi, tant pis si je raccourcis ma vie de quelques mois. Donc, on a travaillé des projets de soins anticipés et personnalisés pour aider les gens à réfléchir par rapport à comment ils veulent finir leur vie. Qu'est-ce qui est important pour eux ? Et il y a des gens qui demandent de l'acharnement. Hein. Nous, on n'a pas cette histoire de l'acharnement est interdit, l'obstination. C'est pas interdit chez nous. Ce qui est important, c'est la volonté du patient. S'il demande de l'acharnement, parfois on en fait. Moi, je me souviens, hein, en soins palliatifs...
Parfois, les cancérologues disaient « Moi, je ne veux plus rien faire ». Et puis, on voyait arriver une vieille dame qui disait « Moi, je veux voir la naissance de mon arrière-petit-fils. Donc, je vais négocier avec ce médecin pour qu'il me donne encore une chimio. » Et le médecin disait « Bon, moi, il va falloir que je négocie avec le laboratoire parce que je n'ai pas droit au remboursement. » Donc, ça s'appelle compassionnel, je ne sais pas quoi. Et elle avait sa chimio, la dame. Et elle a vu naître son arrière. Donc, nous, on fait parfois de l'acharnement. Parce que c'est ce que le patient veut. Pourtant, c'est déraisonnable, c'est une situation déraisonnable, mais c'est la volonté du patient. La dernière modification sur la loi du patient en Belgique, c'est qu'on est obligé d'être partenaire, les médecins. On n'est pas on est dans un partenariat. Donc, nous, on n'a pas l'obligation de faire une réunion pluridisciplinaire. Moi, j'ai perdu ma vieille maman il y a quelques mois en France, dans une maison de repos. Et quand elle a décrété qu'elle voulait plus manger, plus boire, qu'elle en avait ras-le-bol, qu'elle voulait plus manger et plus boire, et qu'elle voulait arrêter ses traitements, le médecin traitant m'a dit « Ouh, il faut que je consulte, que je fasse une réunion pluridisciplinaire. Voilà. J'ai dit, mais enfin, c'est la volonté de ma maman. De toute façon, je vous avais déjà dit, hein, elle ne voulait pas être vaccinée, elle voulait qu'on lui foute la paix. C'était assez clair. Je vous ai dit, hein, je l'ai écrit, on a eu une réunion, on a dit vraiment le minimum. Et maintenant qu'elle dit, parce qu'elle a fait une diarrhée, elle a fait une gastro-entérite, elle s'était retrouvée avec des selles partout, c'était pour elle l'horreur. Et elle dit, maintenant, Corinne, ça suffit, je veux partir, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Ah non, il faut demander au médecin. Et donc, elle n'a plus avalé ses médicaments, donc les infirmières, ils ont dit, non, on n'y arrive pas. Hein. Donc, elle n'a plus son anxiolytique. Chez nous, il y a un protocole d'urgence. Hein. Si la personne n'arrive plus à avaler son médicament par voie orale et qu'elle est anxieuse, on peut lui mettre un anxiolytique par injection. Ah non, il fallait attendre la réunion. Mais donc ça, c'est dans nos textes. Hein. Quand je vous ai dit qu'avant de faire l'euthanasie, on doit consulter l'équipe soignante, on fait une réunion pluridisciplinaire, ça c'est clair. Mais donc ça, c'est pour l'euthanasie. La réunion, elle doit avoir lieu. Ça, c'est obligatoire. On doit marquer que, voilà, à tel moment. Alors, parfois, quand on n'a pas beaucoup de délai, le médecin, on téléphone un par un. Bon. Mais là, ma maman, il y avait déjà une réunion pluridisciplinaire au mois de septembre où elle avait dit clairement les choses, où c'était écrit, où c'était... Voilà. Et les infirmières, d'ailleurs, elles ont dit « Ok, nous, on ne va pas la forcer à manger et à boire, on ne va pas la forcer à avaler les médicaments, on va à chaque fois proposer. » Voilà. Mais le problème, c'est que pour réunir toute une équipe de soins, il a fallu 5 jours. Entre-temps, pendant ces 5 jours-là, elle a souffert. C'était pas dramatique, mais moi, je me suis dit, quand même, nous, on est plus pragmatique pour les refus de soins, les arrêts de traitement. Je veux dire, à partir du moment où justement, on a rempli mais c'est parce qu'on remplit les projets thérapeutiques beaucoup plus vite. On les remplit très, très vite. Les infirmières de maison de repos, dès qu'elles voient que l'état se dégrade, elles téléphonent à la famille en disant « Bon, on est bien d'accord, hein, si y a une chute de tension de votre papa, on ne l'hospitalise pas. Hein, parce que peut-être, effectivement, avec une perfusion, des antibiotiques et tout, si on l'envoyait à l'hôpital, on pourrait le récupérer. Mais il ne veut pas être hospitalisé. On est bien d'accord, on le garde ici. Ici, on sait faire que des soins sans perfusion, sauf en voie sous-cutanée. On sait faire que des soins de base. Mais on est bien d'accord, c'est ça que vous voulez tous. Hein. On vérifie avec les familles et avec le patient. Et à ce moment-là, on met les soins palliatifs en place. Et tout le monde, et donc on n'hospitalise pas. Et on met et dans la procédure, dès qu'on passe en soins palliatifs, on demande une procédure d'urgence au médecin traitant, en disant, si la personne est angoissée, si la personne a mal, si la personne étouffe, on peut faire ça. Et on met l'équipe de soins palliatifs pour si jamais une infirmière qui panique, parce que ça existe, les infirmières qui paniquent en disant « Oh, mais si je fais la demi-morphine qui est prescrite, la personne, elle va décéder. » Ben oui, mais donc si je panique, je peux appeler une infirmière, un collègue, voilà. Mais juste, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand il y a sédation, il n'y a pas faim et soif. C'est important, je le redis quand même, hein, je le dis. Non, quand on est sédaté, on ne ressent plus la faim et la soif. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'on s'amaigrit. Effectivement, quand on n'est pas nourri de façon artificielle, quand on est sédaté et pas nourri de façon artificielle et pas hydraté, effectivement, l'apparence
C'est très difficile à voir pour les proches. Donc nous, effectivement, parce nous, la sédation fait partie des protocoles de soins palliatifs. Hein. Donc, effectivement, quand les proches ou la personne dit « moi, je veux pas mourir, je veux pas l'euthanasie, je veux juste m'en aller gentiment, tout doucement, voilà ». Et donc, on dit « ok, on peut vous aider comme ça, on peut faire une sédation ». Donc, on n'a pas de loi, donc on fait un peu ce qu'on veut, hein, je veux dire, par rapport à ça. Mais ce qu'on dit, c'est effectivement, ça va être difficile pour les proches parce qu'ils vont voir la personne qui va s'amaigrir et tout. Le suicide des personnes âgées est quand même gigantesque. Hein. On a énormément... Et donc, maintenant, ils savent qu'il y a d'autres moyens. Et pour les proches, c'est quand même nettement mieux l'euthanasie que le suicide. Parce que c'est le médecin qui prend la responsabilité. C'est le médecin qui reconnaît humblement que face à cette situation-là, ben, je ne sais pas soulager autrement qu'en donnant la mort. Et mon travail, c'est d'expliquer que l'euthanasie, c'est pas un problème de médecin en soins palliatifs. La difficulté pour les médecins en soins palliatifs, c'est de se dire que peut-être un jour, ils devront passer à l'acte d'euthanasie. Ça, c'est vrai que c'est difficile parce que, en tant que médecin de soins palliatifs, on ne connaît le patient que pendant un temps très court. Dans les hôpitaux, alors, je ne sais pas quelle est la durée moyenne de séjour dans une unité de soins palliatifs en France, mais en Belgique, c'est 15 jours. Je pense qu'en France, c'est un peu plus long, mais ça veut dire qu'on connaît le patient que 15 jours. Donc, en 15 jours, c'est vrai que je suis d'accord avec monsieur, c'est difficile de se dire, ce patient, il faut lui donner l'euthanasie. Non, pour donner l'euthanasie, il faut connaître le patient depuis longtemps, avoir cheminé avec lui, comprendre comment il vit les choses, comprendre pourquoi il n'accepte pas plus d'aide, il n'accepte pas plus de voilà. Et donc, c'est pas un problème de médecin de soins palliatifs. C'est pas un problème uniquement de la dernière année. Alors, je sais pas quelle est la définition des soins palliatifs en France par rapport au délai, mais nous, c'est... on n'a pas le droit, on n'a pas droit aux soins palliatifs, on n'a pas droit aux avantages des soins palliatifs, parce qu'en Belgique, quand on est déclaré en soins palliatifs par son médecin traitant, on a des avantages financiers. Hein. On a un peu plus de finances pour payer les soins. Voilà. Les infirmières peuvent passer un peu plus de temps. Donc voilà, il y a tous ces avantages-là. On n'y a droit que pour les 3 derniers mois. Et on a droit à l'accompagnement des équipes mobiles pour la dernière année, en gros. Voilà, mais parfois les gens, ils demandent l'euthanasie en disant « mais je voudrais être euthanasié si ça ne va pas dans quelques années ». Donc, ce n'est pas un problème de soins palliatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de soins palliatifs au sens où il faut mettre des soins palliatifs, mais ça n'est pas à l'équipe de soins palliatifs de décider toute seule. C'est ce qu'on disait par rapport... c'est ce que Joanne disait par rapport à la question de qui décide d'accepter la demande d'euthanasie. Je pense qu'il ne faut pas uniquement réserver ça aux gens de soins palliatifs. Autant la sédation, c'est un problème de soins palliatifs parce que c'est un problème qui dure... C'est quelque chose qui dure 15 jours et que c'est compliqué à gérer, comme vous l'avez compris. Autant... la démarche de la demande d'euthanasie, c'est quelque chose qui peut prendre des semaines, des mois, et qui est quelque chose qui se mûrit lentement. Et donc, ce n'est pas un problème uniquement de soins palliatifs. Alors, je vous ai dit, hein, il y a 2 types d'euthanasie. Il y a euthanasie chez les patients cancéreux. Donc, les patients cancéreux, effectivement, parfois, ils lâchent leur médecin traitant. Ils s'en remettent seulement aux spécialistes, la plupart du temps hospitaliers. Donc, ils font des chimios et ils ne revoient pas leur médecin traitant. Sauf que quand même, au long on a de plus en plus de chimios qui sont faites en HAD. Le cancer devient de plus en plus une maladie chronique, heureusement, c'est-à-dire que ça dure non pas quelques mois, mais quelques années. Et il est quand même inimaginable que quand on a un cancer, même si on va faire une chimio seulement de temps en temps, mais si ça dure 5 ou 6 ans, on a besoin d'un médecin traitant. Donc, ces patients-là qui ont des maladies graves et incurables, que ce soit des cancers ou des pathologies neurologiques dégénératives, ou que ce soit des patients très âgés avec des polypathologies,
ils ont un médecin traitant. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, quand on arrive dans un cadre un peu plus compliqué de fin de vie, il faut prévoir l'assistance au médecin traitant pour qu'il puisse assurer son job. Donc, je vous ai dit, nous, pour les 3 derniers mois, les infirmières, elles sont beaucoup plus payées, les infirmières de soins, hein, elles sont beaucoup plus payées, donc elles ne passent pas un quart d'heure pour faire une toilette, mais 1 heure. Voilà, il y a des psychologues qui peuvent intervenir, qui font de l'accompagnement, et les médecins, ils sont normalement, ils peuvent venir autant de fois qu'ils ont. Il n'y a plus de ticket modérateur s'ils viennent 2 fois par jour. Il n'y a pas de ticket modérateur. Ils sont remboursés 2 fois par jour parce qu'on peut imaginer que on a besoin d'eux 2 fois par jour. Donc, il faut mettre en place des choses pour accompagner ce processus. De la même façon, voilà, je pense que c'est un engagement du médecin, mais moi, je connais quasiment tous les médecins généralistes qui accompagnent leurs patients. Ils ont à cœur de le faire. C'est le cœur de leur métier, en fait, de prendre en charge un patient jusqu'au bout de sa vie. En général, ils lâchent que parce qu'ils sont en retraite. Et encore, il y a beaucoup de médecins retraités qui disent « je garde juste mes vieux patients ». Mais c'est ça qu'ils aiment, en fait. C'est parce qu'ils rentrent dans l'intimité. C'est ça, les soins palliatifs, quoi. On rentre dans l'intimité. Oui, mais moi, je veux encore attendre. Je vous ai raconté, hein, je veux encore attendre la naissance. Hein. Bah, il faut connaître son patient pour ça. Il y a une médecin traitant en Belgique. Il y a une question ici. Si, il y a une pénurie de médecins traitants. Et effectivement, on est parfois un peu inquiet, mais en même temps, les jeunes médecins, ils s'installent quasiment plus tout seuls. Donc, on a une majorité de femmes, mais elles se mettent en groupe. Et en fait, quand il y a un patient qui ne va pas bien, qui est soins palliatifs, qui ne va pas bien, elles vont le dire. Hein, ou en tout cas, quand on téléphone, ah ben elle est en congé maternité, oui, mais tu peux avoir accès, tu es dans le même cabinet, donc tu as accès au dossier, tu vois ce qui se passe. Donc non, avec l'informatique, on ne peut quand même pas dire qu'on n'a pas accès, on a accès aux dossiers médicaux. Et ça c'est vrai pour tout. Est-ce qu'il y aura plus de demandes d'euthanasie si on ouvre le droit à l'euthanasie? Ben non, il n'y aura pas plus de demandes. Il y aura les gens qui pouvaient pas le demander avant, qui vont le demander. Mais je pense que tout le monde... Moi, je connais que des gens qui disent si j'étais pas malade, je voudrais encore vivre, quoi. Et si vous pouvez m'enlever ça, ma difficulté, enfin ma souffrance, mon handicap, je parle là par exemple des patients, je pense aux patients parkinsoniens qui n'arrivent plus à se déplacer à la fin, qui font des fausses déglutitions. Enfin bon, ils disent mais si j'arrivais à manger normalement, si je pouvais manger normalement, si je pouvais me déplacer normalement, je voudrais bien vivre. Mais dans ces conditions-là, non. Donc non, ça n'incite personne. Ça n'incite personne. Le fait c'est comme si, parce qu'on vous donnait la liberté, vous allez faire des conneries. Ben non. Enfin, je veux dire, vous allez réfléchir et vous dire, si je fais cette connerie-là, je vais me retrouver en problème, quoi. Donner la liberté à quelqu'un, ça fait pas que la personne est moins intelligente et qu'elle va faire des bêtises. Ah non, il y a très peu de hors cadre, mais je pense qu'on a très peu de gens handicapés de naissance qui ont fait des demandes d'euthanasie parce qu'il y a des soutiens avec des associations. Enfin, je veux dire, le handicap n'est pas une cause le handicap de naissance n'est pas une cause de... Enfin, je veux dire, les médecins ont fait tout pour que les gens supportent leur handicap. Enfin, je veux dire, on invente des prothèses extraordinaires. Donc, non, il n'y a pas de demande. C'est vraiment des gens en fin de vie en euthanasie. Pas des gens qui auraient pu... qui ont un handicap et qui sont encore jeunes. Mais moi, ce que je vois, c'est que... Alors, par contre, ce que je commence à voir, c'est des gens qui disent « Moi, je veux bien vivre avec mon handicap et mes difficultés tant que je suis à la maison. Par contre, si je dois aller en maison de repos, vu ce que c'est que la maison de repos,
je ne veux pas y aller. Mais ce n'est pas des questions financières qui leur font dire ça. C'est que le sens de leur vie, avec le peu qui leur reste comme autonomie physique, c'est d'avoir encore mes livres, mes meubles, mes photos, et de me retrouver dans une chambre de 12 mètres carrés. C'est du non-sens. Donc c'est la question du sens. Et donc moi, je plaide et je travaille sur l'accompagnement de la fin de vie. Ma croyance, c'est que si on accompagne chacun, que les gens aient 50 ans ou qu'ils en aient 80, quand on leur annonce en tant que médecin que leur vie va être limitée et que à cause de leur maladie, ils vont pas pouvoir vivre jusqu'à 100 ans, si on leur dit, voilà, il ne vous reste qu'un temps limité, les gens vont se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de vivre jusqu'à avant de mourir ? Et ça, on peut les accompagner là-dedans. C'est le travail des soins palliatifs, donc c'est l'accompagnement psychologique pour arriver à clôturer sa vie. Et quand les gens arrivent à faire ce chemin-là, donc à faire leur croissance, comme disait Kubler-Ross, à faire leur croissance et à clôturer leur existence, clôturer leurs relations, faire ce qu'ils ont envie de faire, écrire leur mémoire pour dire, mais ça a été quoi les valeurs de ma vie ? Voilà. Et bien alors les gens vont pouvoir décéder sans être une charge pour personne et en étant content parce que j'ai mené ma vie jusqu'au bout. Parce que aller dans des maisons de repos, oui, les gens, ils sont pris en charge, c'est financé en grosse partie par l'État quand même. Hein, même si c'est cher pour les familles, c'est très lourd pour l'État. Hein. Pour la sécurité sociale, les maisons pour personnes âgées, les gens n'y sont pas très heureux. Hein. Et donc, en fait, ce qui fait qu'ils vont demander la mort, c'est plus ça, c'est plus de dire, moi, je veux rester chez moi. Donc je vous ai dit, hein, j'ai travaillé avec la catholique, donc je fais vraiment, enfin, je sais que je transgresse effectivement une loi où, en principe, un médecin n'est pas fait pour donner la mort. Hein. Donc je transgresse, donc je le fais avec crainte et tremblement, en consultant plusieurs médecins, voilà. Et quand le patient, lui, il est croyant, ben effectivement, je lui donne la possibilité de rencontrer un prêtre, un pasteur, un imam s'il le souhaite. Et moi, je vérifie, et surtout, j'essaye de faire que le moment de la mort soit un moment sacré. Donc, qu'on vive ce moment-là comme en ayant conscience que c'est la mort qu'on vit. Alors que dans les soins palliatifs, quand on meurt dans le sommeil, personne ne se rend compte. Et les familles, parfois, ne sont pas là et elles sont tristes. Et il n'y a pas de communication. Alors que là, on va essayer de se dire jusqu'au bout, merci, pardon, et de bien réaliser que, voilà, et de bien pleurer, et de bien rire en même temps, parce qu'on évoque tout ce que la personne nous a laissé, nous laisse. Hein, et donc, on essaie de ritualiser ce moment pour qu'il soit le moins difficile possible. Et je suis accompagnée par des prêtres qui acceptent de faire ce chemin-là. Et les évêques de Belgique ont dit, l'important c'est l'accompagnement jusqu'au bout des patients en demande d'euthanasie. Il ne faut absolument pas les laisser, parce qu'évidemment, ils sont encore plus en souffrance que les autres. Ceux qui sont pas en demande d'euthanasie, ça veut dire qu'ils acceptent la situation. Ceux qui sont en demande d'euthanasie, c'est qu'ils sont en souffrance. Et donc ceux-là, il faut encore plus les accompagner. Et donc, il y a des équipes qui sont formées d'accompagnateurs pour dire on les accompagne spécifiquement et on est là. Alors, certains acceptent de présider le rituel, d'autres juste d'être là. Ils sont là au moment où les équipes décident de le faire. S'ils ont accompagné spirituellement, on leur propose d'être là au moment de la décision, où on pèse le pour et le contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore. Donc, on essaie de cheminer tous ensemble et se dire, bon, ok, maintenant on le fait, comment on le fait ? Comment on le fait pour bien montrer qu'on a bien conscience de ce qu'on fait, on sait que c'est un moment difficile, et voilà. Et on se confie à plus grand que nous, parce qu'on est dépassé par ça. Mais de toute façon, on est dépassé par la mort. Bien sûr. Non, hein, vous ne m'avez pas entendu prononcer le mot dignité, parce que pour moi, tout le monde est digne. Vraiment, tout le monde est digne, tout le monde a la même dignité, qu'il soit dans le coma, Alzheimer. La dignité, pour moi, c'est inhérent à la personne humaine, et on a tous la même dignité, qu'on soit... Oui, mais ça a été au début, parce que par contre, on a tous de la dignité. Par contre, on peut se sentir pas digne.
Merci beaucoup pour cette soirée.